Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autodafé. Alors ça devait être un bistrot des gentilshommes aujourd'hui, mais pour des raisons de difficulté d'accorder les calendriers des uns et des autres, on a été obligé d'un peu décaler. Mais c'est avec plaisir puisque nous allons traiter aujourd'hui d'une œuvre majeure de la littérature qui est Othello. Martial, comment vas-tu? Ça va très bien. Il est très chaud, mais ça va très bien. Et toi? Plains-toi. Ça va, Paris est pas encore trop invivable, parce que dès qu'il fait chaud à Paris, ça devient compliqué. Alors, la lecture d'Othello, ça, Mais écoute, c'est merveilleux, hein, parce que c'est le genre de truc que qu'on te fait lire quand t'es ado, que tu relis éventuellement jeune homme, et effectivement, tu peux le relire tous les 5 ans si ça te plaît, et tu vas toujours y retrouver d'autres choses. ah oui, oui, C'est à ça qu'on voit les chefs-d'œuvre. Hein. bien sûr. Et l'autodafé d'aujourd'hui, on va certainement pas épuiser tous les thèmes qu'on pourrait creuser dans cette œuvre, parce que il y en a, il y en a beaucoup trop, il y en a un à chaque ligne. Alors, Othello, c'est une œuvre qu'on connaît également sous le titre d'Othello ou Le Mort de Venise. C'est une pièce de théâtre tragique de William Shakespeare jouée pour la première fois en public il y a 415 ans. C'était en l'an 1604, rendez-vous compte, tout début du XVIIe siècle. Elle s'inspire d'une nouvelle intitulée L'histoire de Disdémone de Mise et du capitaine mort de Giovanni Battista Giraldi Cintio, qui date elle-même de 1566. Ça n'est donc pas une création originale de Shakespeare, mais ce dernier, en se la réappropriant, va en faire une œuvre majeure sur l'autopsie de la folie, sur les passions humaines, et plus particulièrement la jalousie maladive, avec un génie incomparable, qui fait de Shakespeare un psychiatre avant l'heure dont les connaissances sur le fonctionnement du cerveau humain sont bien supérieures à celles de l'aliénisme, qui était une science naissante à l'époque de l'écriture du livre. Alors, rapide rappel de l'intrigue, Othello est un soldat qui, par ses mérites, par ses vertus, par sa bravoure, va devenir un prestigieux général de la République de Venise. Cette formidable réussite est d'autant plus remarquable qu'Othello est un mort, M-A-U-R-E, et il est souvent présenté comme le premier héros noir de la littérature classique. Il est d'ailleurs la plupart du temps représenté de couleur noire dans les différentes adaptations cinématographiques de l'œuvre, on le verra plus tard. Il est davantage vraisemblable qu'Othello fût originaire d'Afrique du Nord, c'est-à-dire un berbère, un maghrébin, et il existe également des représentations en ce sens. Il n'en demeure pas moins qu'il soit maghrébin ou noir, qu'il est visiblement un étranger, étranger qui fut vendu comme esclave, puis racheté, ce qu'on apprend dans la scène 3 de l'acte 1. Nous verrons plus tard que cette spécificité d'Othello n'est en aucun cas une coquetterie ou un détail cosmétique de la part de Shakespeare, mais un élément essentiel pour comprendre la psyché du personnage et pour appréhender son destin. Alors, du fait des difficultés qu'a dû surmonter Othello, difficultés qu'on s'imagine, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il y a des discussions entre certains personnages, Martial en parlera, qui sont d'un racisme vertigineux. Othello est parfois comparé à un animal, à une bête. Et bien pour parvenir au sommet malgré tout cela, Othello apparaît d'emblée au lecteur ou au spectateur comme un homme en tout point remarquable, un homme de grande valeur, un homme admirable, héroïque. Il suscite respect et révérence. Un esclave n'est jamais promu général par hasard. Alors ce général mort va enlever une représentante de l'aristocratie vénitienne et la marier en secret. Cette aristocrate, c'est Desdémone, la douce Desdémone. On apprend qu'elle est fille de sénateur, un certain Brabantio, et qu'elle est d'une grande beauté, une femme très courtisée donc. Et c'est là qu'entre en scène le personnage central de l'intrigue. Cette pièce ne devrait d'ailleurs pas s'appeler Othello, mais Iago. Absolument. Iago est un militaire vénitien qui a le grade d'enseigne et qui est donc un subordonné d'Othello. Au tout début de la pièce, Iago se rend chez Brabantio, le sénateur, pour lui apprendre que sa fille Desdémone a quitté le toit paternel
pour rejoindre Othello. Iago va chercher à discréditer le mort qui aurait bafoué l'honneur de Brabantio, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Iago sait tourner ses phrases pour envenimer les choses, il est très convaincant. Il invite notamment le vieux sénateur à imaginer, ouvrez les guillemets, ce vieux bélier noir qui grimpe votre brebis blanche. Fou de colère, chauffé à blanc par Iago, Brabantio accuse Othello d'avoir séduit et déshonoré sa fille. Othello, convoqué pour l'occasion devant le doge, se défend en révélant qu'il a épousé Desdémone et que le mariage n'a pas été consommé. C'est là encore un détail très important, le mariage n'a pas été consommé. Dans une pièce de Shakespeare, le fusil de Tchekhov est partout, c'est-à-dire que chaque détail compte. Interrogé, Desdémone confirmera le récit d'Othello et Brabantio ne peut qu'accepter cette union, même si c'est à contre-cœur. Alors cette première tentative de Iago de perdre Othello échoue lamentablement et on comprend très vite que Iago nourrit à l'endroit d'Othello une haine absolument viscérale et irrationnelle. Pourquoi lui voue-t-il cette haine? L'histoire ne le dit pas vraiment. Probablement jalouse-t-il sa réussite, tant professionnelle que sentimentale, et Othello n'est pas le seul personnage que Iago déteste. Il y a également Cassio, représentant lui aussi de l'aristocratie vénitienne, militaire, meilleur ami d'Othello, et Othello va d'ailleurs le choisir comme officier, c'est-à-dire à un poste très prestigieux, et Iago est blessé dans son orgueil car il estime que cette nomination lui revenait de droit. C'en est trop pour Iago l'orgueilleux, pour Iago le scélérat manipulateur. Alors résolu à faire tomber et Cassio et Othello, Iago va élaborer un plan qui frappe par sa simplicité, voire par son simplisme, un plan tellement simple que si Iago ne le confiait pas au public, on peinerait même à identifier son stratagème. Ce plan, c'est le suivant, j'ouvre les guillemets, c'est Iago qui parle, c'est absolument limpide, donc ouvrez les guillemets, faire croire à Othello, via des allusions à peine détournées, que Cassio est trop familier avec sa femme. Cassio a une personnalité, des manières caressantes qui prêtent au soupçon. Il est bâti pour rendre les femmes infidèles. Le mort, lui, est d'une nature franche et ouverte, qui croit les gens honnêtes pour peu qu'ils le paraissent. Il se laissera manipuler aussi docilement qu'un âne. Je tiens le plan, il est conçu. Fermez les guillemets. Et c'est tout. C'est ça son plan, faire croire à Othello que son meilleur ami, le jeune et charmant solvable Cassio, essaye de se taper sa femme Desdémone. Alors certes, le plan peut paraître rudimentaire, mais c'est l'intelligence et la perfidie de Iago qui est complexe, et c'est ce qui rend son stratagème d'autant plus efficace, c'est ce que nous allons voir ensemble. Trêve d'introduction et entrons dans le vif du sujet. Alors, si on supprime à l'œuvre sa chair et ses artifices, Venise, la guerre, et qu'on ne garde que le squelette, Othello de Shakespeare, ça n'est jamais que l'histoire d'un paranoïaque un peu bébête, à savoir le personnage d'Othello, manipulé par un pervers machiavélique, Iago. Othello est un modèle de paranoïaque, tendance jalousie maladive. La jalousie maladive est une variante, une sous-catégorie de paranoïa, et sa personnalité paranoïaque est si bien décrite que les psychiatres, encore aujourd'hui, parlent du syndrome d'Othello pour désigner la jalousie pathologique, c'est-à-dire le délire obsessionnel d'infidélité du partenaire sexuel. Iago, quant à lui, est un modèle de pervers à couper le souffle. Il est très impressionnant, il fait preuve d'une audace, d'un machiavélisme, d'une fourberie, d'une intelligence, fût-ce une intelligence au service du mal, à la fois stupéfiante et toujours très crédible. Alors commençons par l'analyse de la perversité de Iago. Alors qu'est-ce qui caractérise le pervers, dont Iago est un des plus remarquables représentants, sinon le plus remarquable de toute la littérature? Et qu'est-ce qui caractérise la jalousie pathologique du même coup? Il suffit pour cela de se référer à un document qui s'appelle le DSM-4, qui s'appelle désormais
le DSM-5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, en anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui a été publié par l'American Psychiatric Association. La 5e mouture a été publiée en 2013 et c'est la référence internationale, une des références en tout cas, en termes de description des symptômes des différentes pathologies psychiatriques. Le DSM catégorise l'ensemble des troubles mentaux reconnus par l'association et décrit leurs critères diagnostiques. Alors commençons par le pervers. Le pervers, c'est d'abord un égocentrique, un orgueilleux, et du fait de cette supériorité ressentie, le pervers trouve légitime d'utiliser les autres, qui ne sont rien à ses yeux, pour satisfaire ses propres désirs. Pour un pervers, son entourage est composé de personnages, de jouets, de marionnettes dont il nie l'humanité et qu'il met en scène à sa convenance. Il manipule et utilise l'autre, qui n'est qu'un moyen. Il agresse, il domine, il asservit. Il ignore bien souvent la mort et le danger, et c'est pourquoi il est sujet à des conduites à risque et se lance bien souvent dans des entreprises osées et aventureuses. Le pervers n'a pas beaucoup de limites, ce qui augmente encore son pouvoir de nuisance. Ses rapports humains sont entachés d'une haine détournée, d'un ressenti, celui de ne pas être reconnu à la hauteur du génie qu'il croit posséder. Il est perpétuellement tourné vers son corps, sa propre satisfaction. Il a donc une personnalité très masturbatoire. C'est aussi un fin connaisseur de la nature humaine. Le pervers est souvent intelligent et il détourne à son profit toutes les failles de son interlocuteur, qu'elles soient émotionnelles, financières, physiques, et j'en passe. Alors comme le pervers a plusieurs facettes, qu'il est dans la duplicité permanente, la manipulation, le pervers est également très difficile à confondre. Avant de l'avoir définitivement démasqué, on n'est jamais certain d'avoir affaire à un pervers, c'est-à-dire que le pervers, vous l'aurez compris, est vraiment une figure maléfique. Iago correspond en tout point à cette description. Iago va mettre en scène les personnages qui sont autour de lui, tel un chef d'orchestre, et il ne va pas hésiter à sacrifier Desdémone, qui pour le coup ne lui a absolument rien fait. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs, parce que Iago la désirait peut-être, et le fait qu'elle se soit donnée à un autre est suffisant pour l'inclure dans la machination infernale. Iago va être d'autant plus manipulateur et d'autant plus perfide que lorsqu'il va faire naître le doute chez Othello, il le fait toujours sous couvert de loyauté. C'est du genre « Je sais que je ne devrais pas vous le dire, maître, mais mon honnêteté et l'amour que je vous porte m'obligent à vous rapporter que j'ai surpris Cassio parler avec Desdémone. Ça m'a paru bizarre, mais oh, ce n'est peut-être rien. Il se peut que ce soit moi qui ai mal vu. » Voyez le genre. Si bien que si Iago ne dévoilait pas ses plans, je le répète, ça pourrait presque passer totalement inaperçu comme un détail insignifiant. Iago est un personnage qui fout discrètement sa merde. Discrètement mais sûrement. En bon pervers, Iago sait, comme personne, exploiter les failles de l'autre et Othello est un personnage, comme je l'ai dit, charismatique et héroïque qui a priori apparaît solide comme une statue de marbre, mais instinctivement, Iago va comprendre sa faiblesse, et cette faiblesse, c'est sa paranoïa. Alors en quoi Othello est-il un paranoïaque, et plus particulièrement un jaloux maladif? Le paranoïaque interprète tout, les regards, les mots, les silences. Et toutes ces interprétations vont venir alimenter une histoire imaginaire, un délire dont il ne peut pas et dont il ne veut pas sortir. La suspicion devient alors pour le paranoïaque maladive et obsédante. La jalousie, la paranoïa, se nourrit de la peur de l'abandon et d'un complexe d'infériorité. Les paranos sont également des orgueilleux, des vaniteux, ils se surestiment, mais ce sont aussi des gens qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent inférieurs et ils enragent de cette infériorité qu'ils trouvent injuste. Ils affichent d'ailleurs très souvent une modestie de façade, superficielle, qui est un masque à leur orgueil blessé. Ils ont des jugements faux, des interprétations fausses, leur subjectivité est pathologique, l'autocritique et le doute leur est absolument inaccessible.
Le jaloux pathologique de surcroît se sent impuissant, castré. Du fait de cette impuissance et de cette castration, il sacralise l'être aimé qu'il sait ne jamais pouvoir satisfaire entièrement. C'est d'ailleurs une constante chez tous les paranoïaques, ils éprouvent une fascination pour l'objet de leur délire. Si un parano se tape un délire sur vous, c'est que vous le fascinez, vous êtes une sorte d'idole pour lui. C'est une triste consolation, mais enfin, c'est comme ça. Et alors, au bout de ce processus, au bout du chemin de la paranoïa et de la jalousie pathologique, eh bien, les passages à l'acte violent sont extrêmement fréquents. On parle de crime possessionnel, désormais, terme bien plus exact et parlant que celui plus connu dans le langage commun de crime passionnel. En tout cas, en criminologie, aujourd'hui, on parle de crime possessionnel. Chez Othello, le tableau clinique du paranoïaque est complet, parfait, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à jeter. Sur le sentiment d'impuissance, d'abord, sur la castration, Othello est, dès le début de l'intrigue, doublement castré, car il ne consomme pas le mariage, nous l'avons vu, parce qu'il est toujours empêché par mille et une choses d'aller consommer le mariage avec Desdémone, et il ne combat pas non plus les Ottomans venus envahir Venise, puisqu'ils sont défaits à cause d'une tempête. Donc il est castré en tant qu'homme, et il est castré en tant que guerrier, c'est sa puissance qui est attaquée. Othello nourrit également un sentiment d'infériorité, un sentiment d'inadaptation. En effet, il est mort, nous l'avons vu, c'est-à-dire soit un maghrébin, soit un subsaharien, peu importe, et malgré tous ces efforts, et Dieu sait qu'il en a fourni beaucoup, au péril de sa vie, eh bien Othello ne sera jamais un Vénitien, et encore moins un noble Vénitien. Cassio, par contre, le prétendu amant, symbolise tout ce qu'Othello ne sera jamais, un authentique aristocrate vénitien. Il ne peut donc pas lutter à armes égales contre lui. Desdémone est également une authentique aristocrate vénitienne, et donc Othello la sacralise. Rappelons qu'Othello a consacré son existence à servir la République de Venise, et Desdémone est donc pour lui un idéal. Othello va interpréter des signes de tromperie qui n'en sont pas. Des discussions lointaines, des bribes de phrases saisies au vol, un mouchoir qui a disparu. Et de soupçon en soupçon, l'intrigue atteint son apogée de folie meurtrière et Othello tue Desdémone, qui n'a absolument rien fait, rappelons-le, qui se comporte comme une épouse aimante et de très bonne volonté qui plus est. Rappelons aussi qu'elle a choisi Othello pour ses vertus, pour ses exploits, et qu'elle a bravé les préjugés racistes de son père pour se marier avec lui. Elle a pris des risques considérables. Alors quittons un peu l'analyse psychiatrique des personnages et intéressons-nous à la charge subversive de l'œuvre. Encore aujourd'hui, et je l'ai vu en allant trifouiller sur Internet pour lire ce qui se disait ça et là, certaines interprétations de l'œuvre présentent Othello comme une victime innocente de la perfidie de Iago. Or, il n'en est absolument rien. Othello est tout aussi coupable que Iago. À plusieurs reprises, Othello aurait pu lever les soupçons qu'il nourrissait et en avoir le cœur net, mais il ne le fait pas. Othello jouit et se complaît dans le soupçon. Shakespeare parvient à présenter Othello de telle manière que le lecteur a de la sympathie pour lui jusqu'au bout, alors que c'est un criminel et qu'il est pleinement responsable de ses actes. En réalité, ce qui se joue entre Othello et Iago, c'est une relation interpersonnelle toxique. Othello est l'outil de la perversité de Iago, et en échange, Iago flatte et nourrit la paranoïa d'Othello. C'est une sorte de cercle vicieux. Dans cette histoire qui nous plonge dans les abysses de la noirceur de l'âme humaine, il y a quand même une morale à la fin. Iago est confondu, il aurait très bien pu ne pas l'être, son plan était remarquablement mené, et Othello se suicide lorsqu'il comprend que Desdémone lui était en réalité fidèle. Souvent, les mythomanes, les paranos, les pervers aussi, quand ils sont confrontés à leur pathologie, à leur délire, à leur bassesse, quand leurs manœuvres perfides sont mises à jour sans ambiguïté, quand ils ne peuvent plus se voiler la face ou faire marche arrière, ils ne le supportent pas, ça remettrait trop leur être en question, et le suicide est fréquent. Je te laisse la parole, Martial. Merci beaucoup.
Alors moi aussi, hein, j'ai fait 2 parties, une sur Iago, une sur Othello, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, la pièce devrait s'appeler Iago, tant ce personnage est au centre de tout, et le moteur principal de l'action. J'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ce qu'il a en tête d'ailleurs, parce que c'est extrêmement révélateur. Shakespeare, comme souvent, a fait un travail remarquable d'exploration de l'âme humaine, et ce qu'il nous dit de Iago, plutôt ce qu'il fait dire à Iago de lui-même, nous en apprend beaucoup. Iago nous apprend ainsi dès l'acte 1, je cite, « Voilà 4 fois 7 ans que je considère le monde, et depuis que je peux distinguer un bienfait d'une injure, je n'ai jamais trouvé un homme qui sût s'aimer. » Cet aveu en dit en fait beaucoup de lui-même. On a affaire à une personne qui, incapable de s'aimer lui-même et d'aimer autrui, d'ailleurs il dira pique-pendre de l'amour, qu'il soit sentimental ou physique, étend son propre handicap à l'ensemble de l'humanité. Il nous dira encore à l'acte 3, je cite, « C'est le fléau de ma nature que d'épier les faux pas des autres. Par suspicion, j'imagine des choses inexistantes. » Alors il dit cela pour s'excuser auprès d'Othello de bientôt lui indiquer la prétendue infidélité de Desdémone, mais en réalité, on est en droit de prendre l'affirmation au pied de la lettre. Oui, Iago fait partie de ces gens qui sont supérieurement attentifs aux moindres défauts et aux moindres faux pas des autres, ou même aux moindres événements qui, sans être un défaut ou un faux pas, peuvent nous sembler l'être, et il les interprète systématiquement au désavantage d'autrui. Quand vous rencontrez une personne qui ne peut ouvrir la bouche sans dire du mal de quelqu'un, ou sans prétendre comprendre la nature et les motivations des autres mieux qu'ils ne les comprennent eux-mêmes, la dite prétendue compréhension ne s'accompagnant jamais de bienveillance digne d'une vision généreuse de l'autre, méfiance, vous avez sans doute affaire à un Iago. Or, c'est terrible d'être un Iago. Terrible parce que lui aussi est prisonnier de ses vices, au moins autant qu'Othello. Terrible parce qu'un Iago peut être un être infiniment solitaire et infiniment toxique, mais aussi infiniment malheureux. Être Iago, c'est croire que tout ce que les autres obtiennent, ils nous le volent, à un degré ou à un autre. C'est croire qu'on est soi-même à tel point paré de vertu qu'on ne saurait avoir tort, tout en voyant chez les autres bien plus de mal et de vices qu'il y en a réellement, tout simplement parce qu'on projette sur eux notre propre noirceur. C'est prendre l'erreur, la bêtise, l'inattention, ou tout simplement l'oubli, comme autant de marques de perversion chez l'autre. C'est confondre pessimisme et acuité intellectuelle, noirceur personnelle et réalisme. À sa manière, Iago est un Candide. Mais là où Candide et Pangloss voient le bien partout, naïvement, lui voit le mal, et c'est tout aussi naïf. Il s'imagine que cette noirceur le rend pertinent et réaliste, alors même qu'elle contribue à l'aveugler et à le dévorer. Car oui, Iago est dévoré. Dévoré par la jalousie, tout comme Othello. Mais à certains égards, il en souffre d'une manière opposée. Fondamentalement, ce qui ronge Othello, c'est le syndrome de l'imposteur. Sa jalousie à l'égard de Desdémone provient en grande partie du fait que malgré ses succès, il n'est pas sûr de lui-même. Il a le sentiment profond qu'il n'est pas tout à fait à sa place et qu'une certaine façon, il usurpe, de par son statut d'étranger, une chose qui ne lui est pas intégralement due. Il est l'étranger proche, celui qui n'aura jamais vraiment le sentiment d'être accepté, quels que soient ses services et quels que soient ses mérites. Iago, c'est le contraire. Il est celui qui estime que tout doit lui revenir. Jamais, pas un instant, il ne doute de ses capacités. Alors peut-être que, comme il l'affirme, Cassio a obtenu le poste parce qu'il a été pistonné. Ou peut-être que Cassio le méritait vraiment. Mais jamais la seconde option n'effleure l'esprit de Iago. Iago est certain que le poste était pour lui. Iago est de ces minables qui, quand ils ne réalisent pas leurs objectifs, n'en tirent aucune leçon, mais en viennent à haïr ceux qui ont mieux réussi qu'eux. Il est de ces parasites qui, incapables de créer quoi que ce soit, ne sont capables que de noircir ou de contrefaire les œuvres d'autrui. Le tout en ayant le sentiment d'être dans la justice et dans la vérité, bien entendu. Iago est donc une victime de lui-même, de sa propre folie, de sa propre perversité, au même titre qu'Othello. Pour autant, il ne faudrait pas croire que Iago est particulièrement habile. Là, je m'éloigne de ton analyse, parce qu'à mon avis, c'est pas un génie. À l'image de la plupart des pervers dans la vraie vie, il n'est pas beaucoup plus intelligent que les autres. Il est malin, mais c'est pas une lumière extraordinaire. Il met toute son intelligence au service de ses desseins funestes. Voilà. En revanche, il croit l'être. Voilà. Il est certain d'être brillant, et parce qu'il est certain, il ose, il y va.
il a le culot pour agir. D'ailleurs, il en va de même, hein, pour les pervers réels, il y en a beaucoup qui sont d'une intelligence moyenne, mais qui sont persuadés de leur excellence et de leur bon droit, et donc qui osent, qui agissent, manipulent, là où les autres s'abstiennent. Ce qui sert avant tout Iago, c'est ce qui pourrait passer pour une incroyable crédulité de la part des autres personnages. Mais cette crédulité n'est rien d'autre que celle des gens normaux quand ils sont confrontés à un être toxique. Nous avons tous tendance, a priori, à faire confiance. Ou en tout cas, nous aimerions pouvoir le faire. Et d'ailleurs, on répète plusieurs fois à quel point Iago est honnête, loyal, et ainsi de suite. Et c'est là une bonne manière, souvent, de repérer un individu dangereux. Les êtres saints n'ont pas besoin de se parer à tout instant de leur morale et de leur haute vertu. Leur manière d'agir et d'être, leur comportement quotidien, laisse suffisamment voir ce qu'ils valent. En règle générale, plus un être insiste pour vous convaincre qu'il appartient encore du bien, plus il jette de boue sur les autres, tout en insistant sur le fait que lui-même représente la morale et la vertu, et moins il y a de chances pour qu'ils agissent d'un être réellement moral et vertueux. C'est ce manteau de vertu dont Iago a besoin pour dissimuler sa noirceur. On le voit à la fin de la pièce. Dès qu'il est percé à jour, il a perdu. Il fait partie de ces spectres nocturnes qu'un rayon de soleil suffit à dissiper. Comme la plupart des pervers, c'est symboliquement parlant un vampire. Mis en lumière, le monstre perd son pouvoir et meurt. Si je compare Iago à un mort-vivant, c'est pas seulement pour cela d'ailleurs. C'est qu'il est en vérité plus mort que vif. Iago est transparent, hein, pour le spectateur, il nous dit tout de lui, de sa pensée, de ses croyances. Et nous savons que c'est un homme qui est à peu près tout. Et achaïté. Il est l'amour, la vie, les plaisirs, les femmes, les hommes. En fait, il y a une seule chose qui compte à ses yeux, c'est asseoir son pouvoir et son autorité. Donc c'est un homme qui est mort à la vie, mort au monde, pour qui rien ne compte, sinon le sentiment de vaincre et l'impression d'avoir raison. Et ces êtres-là, effectivement, sont hautement toxiques. Parlons un peu d'Othello maintenant, avec quelques points qui me semblent intéressants. Alors tout d'abord, oui, tu as entièrement raison de signaler, il est probablement pas noir, plutôt nord-africain. On a sans doute affaire à quelqu'un qui est originaire de la côte des Barbaresques, c'est-à-dire du Maghreb actuel. Hein, pour l'étymologie barbaresque, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont particulièrement barbares, par contre ça veut dire qu'ils sont particulièrement berbères. Mais plus généralement on nous dit qu'il est mort, hein, ce qui au XVIIe siècle finalement ne veut pas dire grand-chose, à part qu'il est un peu plus bronzé qu'un Britannique, ce qui n'est pas bien difficile. Mais de toute façon, son origine précise, en fait, on s'en fout. Hein. Ce qui compte dans la pièce, c'est qu'il est visiblement étranger. Il a beau parfaitement être intégré à la société vénitienne, disposer de commandements militaires, d'une légitimité indiscutable, il reste et restera toujours un métèque, au sens grec du terme, c'est-à-dire celui qui n'est pas né ici, celui qui est toléré ici, mais qui n'est pas du sang d'ici. C'est l'esclave qui, même longtemps après son affranchissement, porte et portera toujours la tâche servile. Mais un point est à soulever à ce sujet. Et pour moi, Othello a beaucoup en commun avec Cyrano de Bergerac. Tout comme le nez de Cyrano, qui est bien plus grand dans sa tête que sur son visage, je pense que la peau d'Othello est bien plus sombre dans sa tête que sur son corps. Car quand on prête vraiment attention à ce que les autres personnages disent de lui, on s'aperçoit que, à l'exception de ceux qui, comme Iago ou Rodrigo, lui en voudraient de toute façon, quelle que soit la couleur de sa peau, la plupart sont beaucoup plus sensibles à ses réalisations, à sa valeur, à sa carrière, qu'à son apparence. Même son beau-père, Brabantio, n'est pas, malgré les efforts de Iago en ce sens, en colère contre lui, surtout par racisme. On nous signale par exemple que Brabantio aimait beaucoup Othello, l'invitait souvent chez lui, donc il est en colère parce qu'Othello a épousé Desdémone sans son accord. Mais si Othello avait été blanc, il serait en rogne quand même. Hein. Donc, en revanche, Iago parvient à semer dans l'esprit d'Othello la graine de la crainte d'un racisme à son égard. Et c'est à partir du moment où il y croit, et où il commence à en voir partout, que sa paranoïa s'en nourrit et que son syndrome de l'imposteur se déclenche vraiment. C'est d'ailleurs la certitude qu'elle le trompe avec des Vénitiens en blanc qui fait croître en lui la haine et le désir de tuer Desdémone. Et bien entendu, on peut voir, comme tu l'as signalé, Desdémone comme une sorte également d'allégorie de Venise elle-même. Hein. C'est que je peux m'y être marié, mais finalement elle ne m'aimera jamais. Et cette possibilité d'un racisme
à son égard est d'autant plus terrible pour lui. Et là, on en revient à ton point de castration. Je pense qu'il y a un 3e degré de castration. C'est un homme de guerre. Et là, il est face à un adversaire qui est une idée, qui est un concept, qui est un a priori. Il a beau tirer l'épée, il peut rien en faire. Et vers la fin de la pièce, tout change. Une fois qu'il a tué Desdemone, c'est là que les autres personnages, et notamment Emilia, vont lui reprocher la noirceur de sa peau, supposée mettre en scène la noirceur de son âme. C'est là toute la tragédie d'Othello. En réalité, au début de la pièce, il ne souffre d'aucun racisme. Mais c'est parce qu'il est dévoré, bouffé de l'intérieur, par sa jalousie et par cette possibilité d'un rejet, qu'il finit par se conformer aux a priori racistes que peuvent avoir les Européens à l'égard des morts, cruauté, malice, etc. En d'autres termes, et c'est là que Shakespeare est très fort, très subtil, et qu'il a intégralement raison quant à la nature des hommes, tant qu'il se comporte en citoyen exemplaire, il n'y a aucun racisme. En revanche, dès qu'il commet un faux pas, et quel faux pas, son statut d'étranger lui revient en pleine face et avec élan. Et c'est là le destin de tous ceux qui sont étrangers en terre étrangère. On sait d'avance, ça sera toujours le cas, qu'ils ne seront acceptés que tant qu'ils seront des citoyens modèles. Mais dès lors qu'ils ne le seront plus, leur statut sera perçu comme une usurpation ou comme une circonstance aggravante. Il en est ainsi, il a toujours été ainsi, il en sera sans doute toujours ainsi, et dans toutes les sociétés. Et c'est à ce genre de choses qu'on peut voir tout le génie de Shakespeare, toute la profondeur des personnages. Le duo Othello-Iago est loin, très loin, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point, d'un simple duo manipulateur-manipulé. Othello est manipulé parce que Iago sait jouer les cordes sensibles, mais ces cordes sensibles étaient déjà là. Il serait donc faux de penser que cette pièce nous parle spécifiquement de Venise, de négritude ou du XVIIe siècle et de ses a priori spécifiques. Non. Elle nous parle de perversité, elle nous parle de fragilité intérieure, elle nous parle du syndrome de l'imposteur, elle nous parle de jalousie, elle nous parle de violence, elle nous parle de l'appétit de destruction qui peuvent tous nous menacer. Pour citer une autre grande tragédie, plus contemporaine dans son écriture, mais à mon avis non moins durable quant à sa qualité et à sa portée dans l'exploration des caractères et des drames humains, There is a beast in every man, and it stirs when you put a sword in his hand. Il y a une bête en tout homme et elle s'éveille quand on met une épée dans sa main. Voilà, j'ai fini. Effectivement, relire Othello, ça a été un vrai plaisir. Et je suis certain que si je le relis encore dans 5 ans, je retrouverai des choses qui m'ont échappé, que j'ai pas vues. Certainement. C'est fabuleux comme... C'est inépuisable. Alors, on a beaucoup parlé d'Iago. J'ai quelques répliques sidérantes de malveillance de ce bon Iago. La première, les idées funestes sont par leur nature des poisons qui d'abord font à peine sentir leur mauvais goût, mais qui dès qu'elles commencent à agir sur le sang, brûlent comme des mines de soufre. N'est-ce pas formidablement dit? Il dit aussi, c'est son plan ça, hein, des babioles légères comme l'air, sont pour le jaloux des confirmations aussi fortes que des preuves d'écriture sainte. Il dit aussi, la jalousie est un monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. En fait, il suffit juste de faire naître de lancer la machine et la machine va se nourrir toute seule. Et un point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ton passage, l'humain ne change pas. Ce qu'on observe en lisant Othello, ce sont l'histoire d'hommes qui ont vécu il y a pratiquement 5 siècles et leurs passions, leurs vices, leurs failles sont les mêmes au XVIe, XVIIe siècle qu'aujourd'hui. Othello n'est pas un drame moderne, parce que c'est vrai que quand on lit Othello, c'est fascinant de modernité, on y est, quoi. Mais c'est moderne parce que c'est éternel. Voilà, c'est moderne parce que les caractères que décrit Shakespeare sont universels et ils sont intemporels. La paranoïa, la jalousie, l'étranger, c'est universel, la soif de pouvoir aussi, et alors la perversité, encore plus. J'avais plein de choses à dire, moi, encore. Vas-y. Mais, en fait, tant qu'on n'a pas croisé un vrai pervers dans sa vie,
Autant qu'on n'a pas croisé un vrai paranoïaque dans sa vie, de même qu'on n'a jamais croisé un hystérique ou un authentique schizophrène, on peut pas imaginer ce que c'est. Comme tu l'as dit, Oui, ouais, c'est très dur. Ouais. On a du mal à imaginer ce que c'est parce que ce sont vraiment des êtres qui sont dans les abîmes de la folie. Et la première fois qu'on est en contact avec ce type de personnalité, on se fait avoir. Quand oui, on s'est ouais. On se fait avoir parce que soit on essaie de les aider alors qu'il faut pas, parce qu'on peut pas. Et c'est terrible, hein, parce que quand c'est quelqu'un qui vous est proche, si vous essayez de l'aider, vous allez être dévoré. Soit on essaie de les raisonner, et ça sert à rien non plus, parce que justement ce genre d'être est en dehors de la raison. Et c'est vrai que si on n'est pas un psychothérapeute chargé de ce dossier-là, c'est terrible à dire, mais on ne peut rien faire. Ah non, vous ne pouvez absolument rien faire, particulièrement contre les pervers et les paranoïaques. Alors, quand on s'intéresse un peu à la psychiatrie, on se rend compte que les paranoïaques le sont moins à partir de 40 ans, absolument comme les schizophrènes. Le pervers ne change jamais, à moins de faire un énorme travail sur lui, ce qui peut arriver, hein, mais enfin, c'est quand même extrêmement rare. Et quand on en rencontre un, on se fait pas avoir 2 fois. Et Othello, hein, la pièce est si bien faite, elle est si bien écrite, qu'elle pourrait éviter certains lecteurs de tomber sous l'emprise d'un paranoïaque ou d'un pervers, car elle permet de les reconnaître. Moi, j'ai lu Othello après être tombé pour de vrai sur une vraie personnalité perverse, hystérique, histrionique, pour être précise. En revanche, jamais les mécanismes de la paranoïa, ni aucun paranoïaque n'a eu d'emprise sur moi. Et parce que je les reconnais d'instinct, et si je les reconnais d'instinct, c'est grâce à Othello. Donc, merci Shakespeare. Et en plus, quand les personnages humains sont si bien décrits, eh ben, c'est quand j'étais un jeune étudiant en criminologie et quand j'ai été pour la première fois confronté à la psychiatrie, j'ai été confronté à des descriptions de personnalités que j'avais pu connaître dans ma vie. Et alors, tout ce que je croyais être totalement chaotique prenait un sens. Parce qu'en fait, certes, vous êtes face à des fous, donc des générateurs de chaos, mais en fait, tout ça est connu, reconnu, diagnostiqué, compartimenté, rationalisé. Et vraiment, quand quelqu'un vous parle bien de la folie et vous explique bien ce que c'est, comme la lecture du DSM-4 dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est quelque chose de profondément réconfortant. Mais c'est un peu paradoxal, mais pourtant c'est vrai. Il y a aussi Shakespeare, il va mettre en scène un pervers et un paranoïaque, donc c'est un duo terrible. Quand un pervers rencontre un paranoïaque, le pervers va forcément utiliser le paranoïaque pour servir des dessins funestes. Mais Shakespeare en fait 2 personnes différentes. Or, il arrive qu'une personne soit à la fois paranoïaque et perverse. Oui, on peut avoir chaque pote. Hein. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des désordres psychiatriques qui s'annulent, si vous voulez. En tout cas, paranoïaque et perverse, ça existe. Et ça, c'est un mélange très, très explosif. Autre chose qui est très remarquable dans l'œuvre de Shakespeare, dans Othello, c'est qu'à aucun moment, il ne fait véritablement appel à des notions familières de possession démoniaque, ou alors vraiment, c'est infinitésimal, quoi. C'est juste. Mais de même, on parle très peu de Dieu dedans. Non, pas particulièrement, ouais. Alors que avec le mort, on pourrait avoir l'occasion. C'est-à-dire que Othello pourrait être musulman. Mm-hmm. Et non, en fait, c'est pas du tout évoqué, ce qui montre bien que Shakespeare compte bien rester dans la psyché des hommes. Oui, complètement. Il n'y a pas de notion transcendantale ici. Oui. Et ça tranche vraiment avec le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge n'a pas laissé, on va le dire, d'écrits notables d'analyse de la folie, du moins pas aussi précis que ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Shakespeare, hein, pas seulement dans Othello. Au Moyen-Âge, les tarés, on les attrapait, on les bannissait, parfois on les cramait. Ou on en faisait des dessins. Parfois on en faisait des dessins, particulièrement chez les hystériques. En tout cas, on s'embêtait pas à faire une œuvre d'art ou un audit de leur psyché. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Iago et Othello ne sont pas des personnages mythologiques comme dans les grands poèmes épiques du Moyen-Âge. C'est pas Ulysse ou c'est pas Roland.
nous sommes tous susceptibles de rencontrer des Iago et des Othello au boulot, au club de sport, ce que d'ailleurs je ne vous souhaite pas. Alors oui, une précision d'ailleurs. Shakespeare donc fait paraître la pièce en 1604. Il situe l'action de la pièce dans les guerres opposant Venise à la Turquie, enfin à l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans les années 1570. Donc en fait, c'est une pièce contemporaine. Hein. Oui. L'action de la pièce, c'est un passé immédiat. Hein. Oui, et en fait, Shakespeare, il a cette particularité de faire un peu le pont entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve chez Hamlet, hein, la querelle des anciens et des modernes, et en fait, on la retrouve en filigrane aussi dans Othello. Alors, par contre, les démons sont pas totalement absents, puisque l'héroïne s'appelle Desdémone. Oui, c'est assez étrange. Ouais. Je crois que ça ne peut pas être un hasard. Et c'est un clin d'œil, je pense, à l'explication plus occulte de la folie, sachant que l'explication occulte ou l'explication rationnelle de l'étude de la psyché ne sont pas des explications qui se contredisent l'une l'autre, c'est au contraire extrêmement complémentaire. Et le paradoxe du paranoïaque. Ça, c'est quelque chose qui est très fort et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres œuvres de Shakespeare. Peut-être une œuvre qu'on fera un jour, parce que on l'aime bien tous les deux, c'est Macbeth. Ah ouais. Macbeth, c'est formidable, formidable. Et le paranoïaque, qu'est-ce qui caractérise le paranoïaque, même si vous n'avez jamais étudié la chose, vous vous doutez bien qu'un paranoïaque, c'est quelqu'un qui est méfiant, c'est quelqu'un qui est suspicieux, c'est quelqu'un qui voit des complots partout, c'est quelqu'un qui interprète tout. Mais en fait, paradoxalement, ça en fait quelqu'un d'extrêmement facilement manipulable s'il rencontre quelqu'un de mal intentionné. Othello voit le mal partout, sauf chez Iago, qui est en train de s'agiter juste devant ses yeux pendant des jours et des jours avant qu'il tue Desdémone, parce qu'en fait, on lit dans le paranoïaque comme dans un livre ouvert, et du coup, eh bien, il se retrouve bien souvent, malgré lui, au centre de machination, pour de vrai. Et ça, c'est un très vieux thème. On suscite, on attire ce que l'on craint. Par exemple, vous avez peur de vous faire mordre par un chien. Le chien va le sentir, le chien va vous mordre. Et c'est aussi un thème qu'on retrouve dans Macbeth. Macbeth, le roi Lubris de Macbeth, le roi qui, pour échapper à son destin, qui lui a été dévoilé par une sorcière, va s'agiter dans tous les sens, et cette agitation va en fait provoquer la prophétie le plonger dans son destin, ouais. De la sorcière. Oui, ça c'est le vieux thème tragique de comment est-ce qu'on essaie d'échapper à la prophétie en y tombant. Et effectivement, on est dans la prophétie auto-réalisatrice chez Othello. Tu parlais de Desdémone. Alors je me suis pas penché sur l'étymologie du personnage. Mais en tout cas, elle, c'est la victime des démons. Les démons, c'est Iago et Othello, et elle, c'est vraiment la blanche colombe. Elle excite pour rien. Et justement, le démon, le mal, ça marche avec le diable. Si vous êtes complètement pourri au fond de votre âme, le diable ne s'intéresse pas à vous. Le diable va s'intéresser à vous s'il y a quelque chose à pervertir. Et Desdémone, c'est vraiment ça, quoi. Surtout Desdémone, c'est le truc, c'est l'exemple typique de la victime d'un Iago, d'un pervers, c'est qu'elle est innocente, mais elle a quand même un angle qui permet de l'attaquer. C'est-à-dire qu'elle a trompé son père pour épouser Othello. Et donc c'est à partir de là que tout part. C'est-à-dire que Iago va commencer à dire à Othello, mais elle a trompé son père. Bah oui, si elle a trompé son père, pourquoi elle ne te tromperait pas toi? Voilà. C'est classique comme raisonnement. Et donc ça illustre bien comment le pervers déjà est prêt à sacrifier n'importe qui pour rien à foutre. Ouais, il en a rien à foutre. Sacrifierait sa mère. Oui. Et en plus, c'est même pas. Parce que ce que tu sens chez Iago, c'est que bien sûr, il a envie du poste de Cassio, etc., etc. Mais au fond, c'est par pur. Ouais. C'est par pur plaisir. Bien sûr. De voir le monde se plier à sa volonté. Mais complètement. Et je pense que le point commun entre le pervers et le paranoïaque, c'est une forme d'hubris. C'est-à-dire que le
Le pervers ne supporte pas que le monde ne se plie pas à sa volonté, et le paranoïaque ne supporte pas l'idée que le monde ne s'adresse pas à lui. Oui. C'est en ça qu'il va interpréter tout événement comme un signe, comme un message qui lui est destiné, et bien souvent oublier que, en réalité, et c'est là que les deux se rejoignent, en fait, aucun des deux n'accepte sa propre insignifiance. C'est-à-dire que il y en a un qui pense que tout lui parle et l'autre qui pense que tout lui revient. Ouais, Mais non, il y a des ponts, il y a des ponts entre les personnages, et c'est pour ça qu'ils se reconnaissent, et c'est pour ça qu'ils se parlent tout le temps. C'est parce qu'ils comprennent que l'un et l'autre ils peuvent se nourrir, ils peuvent nourrir leur propre folie l'un et l'autre. alors, il y a un point que je trouve extrêmement intéressant chez Yago également, c'est qu'on voit qu'à un moment donné, il commence à y croire à ces conneries. C'est-à-dire que t'as le moment où il se dit que, après tout, peut-être qu'Othello aurait couché avec sa femme à lui. Bah, il se trouve, et je pense parce qu'à un moment, c'est tellement un fils de pute qu'il faut qu'il se trouve des justifications Voilà. aussi. C'est ça, c'est ça. Et le et mal donc, pour le mal, c'est jamais bon, quoi. il va rentrer dans sa propre narration. Et c'est... Alors bon, d'un point de vue théâtral, tu peux dire que, d'une certaine façon, Iago, c'est aussi une allégorie du metteur en scène, hein, puisque on a une pièce dans laquelle il y a un mec qui met en scène des choses. Donc c'est une mise en abîme. C'est le moteur, c'est Ouais. vraiment le moteur immobile, mais le moteur Ouais, immobile, ouais. c'est le symbole de Dieu, hein, dans la philosophie aristotélicienne. Ouais. Mais là, c'est le moteur immobile maléfique. Mais c'est vraiment un personnage fascinant, d'une complexité Ah oui. assez abyssale, quoi.